édition du Journal de l'économie. Ravi de vous savoir au rendez-vous. On démarre tout de suite avec le sommaire. La relance économique, une priorité pour le nouveau président angolais. João Lourenço promet des investissements dans le pays. Le Mozambique entend booster sa production de noix de cajou. Le pays vise 200 000 tonnes par an. Enfin, la Tunisie tend vers une saison record pour l'exportation de son huile d'olive. Le nouveau président angolais João Lourenço s'engage à relancer l'investissement étranger afin de booster l'économie de son pays qui, vous le savez, est affectée par la chute des prix du pétrole. Dans cette optique, le nouveau président angolais a mis en place un plan d'incitation fiscale, un plan qu'il a dévoilé devant les députés de son pays. Les images. Nous prévoyons l'adoption d'incitations fiscales pour les entreprises qui décident d'investir dans le pays, a annoncé le nouveau chef de l'État lors de son premier discours devant le Parlement issu des élections générales du 23 août. Notre pays est dans une situation économique et financière difficile, résultant de la baisse des prix du pétrole sur le marché international et de la baisse conséquente des liquidités en devises étrangères, a-t-il constaté. Principal pays producteur d'or noir d'Afrique subsaharienne, avec le Nigeria, l'Angola subit de plein fouet depuis 2014 les effets de la chute prolongée des cours du baril de brut. Malgré ces difficultés, João Lourenço a maintenu ses prévisions de croissance pour 2017 à plus de 2,1% après la contraction enregistrée en 2016 et annoncé une réduction de l'inflation à 22,9% cette année contre 42% en 2016. Dans ses dernières prévisions, publiées la semaine dernière, le Fonds monétaire international a anticipé une croissance de 1,5% en Angola cette année. João Lourenço, 63 ans, a pris ses fonctions de chef de l'État le mois dernier après la très large victoire remportée le 23 août par le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, au pouvoir dans le pays depuis son indépendance en 1975. Lors de son discours, le président a également promis un renforcement du système démocratique et de corriger certaines pratiques générales en donnant l'exemple. L'opposition angolaise accuse le régime du MPLA de systématiquement réprimer les voix critiques et reproche à l'ex-président Dos Santos d'avoir mis l'économie du pays en coupe réglée au bénéfice de sa famille et d'une élite. La ville de Cotonou au Bénin va accueillir le 31 octobre prochain le premier forum Afrique Grenier du monde. Placé sous le thème « Réussir le défi agro-industriel en Afrique de l'Ouest », ce forum va réunir l'ensemble des opérateurs privés et publics, sans oublier les organisations non gouvernementales et autres institutions internationales. Tous s'attelleront à identifier et proposer des outils et plans d'action concrets pour l'émergence du secteur agricole et agroalimentaire au Bénin et en Afrique de l'Ouest, dans l'optique d'assurer la sécurité alimentaire et de générer une connaissance réelle et durable pour la sous-région ouest africaine. Autre événement à venir à la deuxième édition de la Nuit des transporteurs. Elle se tiendra le 29 octobre prochain au Mali sous le thème « Respectant le règlement 14 de l'UMOA pour la protection et la durabilité de nos routes ». À cette occasion, des chauffeurs, apprentis chauffeurs, convoyeurs, promoteurs d'agences de voyage et pétroliers se réuniront pour réfléchir sur diverses thématiques, à savoir par exemple le secteur des transports et le VIH-Sida, la notion de fatigue en conduite, le respect du code de la route, la sécurité des personnes et des biens, l'utilisation de carburants de mauvaise qualité, les rapports entre conducteurs et policiers, les rapports aussi entre conducteurs et douaniers. De quoi donc permettre aux Maliens de mieux comprendre les activités et le rôle combien important que jouent les acteurs du secteur du transport au Mali.
Un mot à présent sur les chantiers prioritaires de la CEDEAO pour les 3 années à venir. Selon le président de la commission de la CEDEAO, ces chantiers tourneront autour de 2 grands axes, à savoir la réforme institutionnelle et la création d'infrastructures. Le président de la commission de la CEDEAO lève un coin de voile sur les projets de l'institution dont il a la charge pour la période 2018-2020. Marcel de Souza s'engage à rendre la commission de la CEDEAO plus efficiente à travers des réformes institutionnelles. Ainsi, les charges de fonctionnement de l'institution seront réduites alors que les projets et programmes qui impactent la vie des citoyens seront renforcés. De même, pendant la période 2018-2020, la commission de la CEDEAO engagera la construction de plusieurs infrastructures, notamment les routes Abidjan-Lagos et Abidjan-Dakar, considérées comme étant le maillon faible de l'intégration ouest-africaine. Autre défi que se lance Marcel de Souza, la sécurité alimentaire dans l'espace CEDEAO, mais aussi l'instauration d'une paix définitive avec la mise en place d'une force d'imposition de la paix à travers la création d'une brigade spécialisée de 5000 hommes chargés de pousser hors du Sahara les extrémistes. Je le disais en titre, le Mozambique rêve de récolter 200 000 tonnes de noix de cajou par an. Ce volume escompté avait été atteint pendant les années 1960-1970, période où le pays figurait à la première place des fournisseurs mondiaux de la noix de cajou. Mais depuis lors, le Mozambique, qui a traversé, vous le savez, une guerre civile, a été détrôné, mais il connaît néanmoins une bonne dynamique de sa production. Cette dernière est passée de 22 000 tonnes au début des années 1990 à 115 000 tonnes en 2007, puis à près de 137 000 tonnes en 2016-2017. Il faut noter que la noix de cajou fait partie des principaux produits agricoles exportés par le Mozambique, avec le sucre, le coton et le tabac. La filière fait vivre quelques 1,2 million d'agriculteurs. Et puis la Tunisie entend exporter cette année 20 000 tonnes d'huile d'olive, ceci dans la perspective d'une saison record de production que le pays pourrait enregistrer. La saison 2017-2018 qui s'étend du 1er novembre 2017 jusqu'à fin octobre 2018 pourrait voir la Tunisie enregistrer une production record d'olives. Dans cette perspective, le pays prévoit l'exportation de 200 000 tonnes d'huile d'olive. Réputée pour sa bonne qualité, l'huile d'olive tunisienne s'exporte vers 54 marchés, dont particulièrement l'Union européenne, qui reçoit 56 000 tonnes, suivie des États-Unis d'Amérique, avec 35 000 tonnes. Autres destinations, la Russie, l'Inde, le Japon, ainsi que plusieurs marchés africains qui affichent de plus en plus un certain engouement pour l'huile d'olive tunisienne. 80% de la production totale sont orientés vers l'exportation. Jusqu'à septembre 2017, le pays a exporté 82 000 tonnes d'huile d'olive pour des recettes de l'ordre de 792 millions de dinars, soit 320 millions de dollars US. Direction maintenant l'Afrique du Sud pour nous intéresser à la situation économique et financière de ce pays. Et c'est juste après une petite pause. Vous l'aurez compris, nous recevons ici Casimir Pedjo, notre chroniqueur. Bienvenue à vous, Casimir. Bonjour Inès. Alors, comment se porte l'économie de l'Afrique du Sud, qui est, on peut le préciser, la première puissance économique du continent africain? Bien sûr, Inès, il faut le préciser, l'Afrique du Sud a donc détrôné depuis quelques années déjà, précisément depuis 2016, le Nigeria qui était la première puissance économique sur le continent. Et donc, l'Afrique du Sud, comment est-ce que un an après cette glorieuse au niveau de l'économie, comment se porte le pays? Le pays se porte à merveille, du moins, c'est ce qu'on peut dire au regard donc de la résilience économique qu'observe donc ce pays depuis 2009. Il faut préciser que la crise
crise qui a donc secoué un bon nombre de pays comme le Nigeria en 2015, depuis 2015, n'a pas beaucoup affecté l'Afrique du Sud, en ce sens que le pays a rapidement trouvé un mécanisme pouvant lui permettre donc de sortir du maquis, notamment son secteur tertiaire qui a été développé pour pallier donc les difficultés économiques des années 2015. Et donc l'Afrique du Sud, après 2009, s'est donc résolument mise au travail pour pouvoir de redonner espoir donc à sa jeunesse, de redonner espoir à son économie de façon globale. Et aujourd'hui, le pays est en train de sortir donc de la difficulté économique avec un taux de croissance selon la Banque mondiale, un taux de croissance de l'ordre de 1,1%. Il faut le rappeler, c'est une prévision pour l'année 2017 et donc les chiffres restent à confirmer dès l'année prochaine. Donc pour le moment, l'Afrique du Sud s'est en tirée avec un taux de croissance de 1,1% pour le compte de l'année budgétaire 2017. Kazmi Kweja, on note que dans le pays, un Sud-Africain sur 5 n'a pas d'emploi. C'est bien ça, Inès, soit environ 26,5% donc, de taux de chômage pour le pays. C'est quand même un peu paradoxal qu'on puisse parler d'une économie qui est en train donc, de reprendre du souffle et qu'au même moment, la jeunesse ne puisse pas être employée pour pouvoir permettre au pays de produire de la richesse. C'est paradoxal, mais c'est la réalité en Afrique du Sud parce que le lien entre le développement macroéconomique et le développement à la base, le développement humain durable n'est pas encore une réalité en Afrique du Sud, même si le pays a quand même renversé les tendances au niveau de la région parce que, il faut le dire, au niveau de l'Afrique australe, c'est quand même le pays qui a pu donner plus d'emplois à sa jeunesse que d'autres. Et donc, l'Afrique du Sud s'affiche avec une bonne, si j'ose parler ainsi, en termes de comparaison au niveau de la zone. L'Afrique du Sud s'en sort quand même avec un taux de chômage des moins au niveau donc de la région. Cependant, un Sud-Africain sur 5 n'arrive toujours pas à s'offrir une aisance économique en termes donc d'emploi, en termes donc d'aisance au niveau de la société. Alors Kazmi Kweja, comment est-ce que la situation économique de l'Afrique du Sud peut impacter les autres pays de la région? En tout cas, selon la Banque mondiale, il y a 2 pays aujourd'hui qui s'avèrent être la locomotive au niveau du continent. Il y a l'Afrique du Sud et il y a le Nigeria. Nous y reviendrons certainement demain en ce qui concerne le Nigeria. Mais pour l'Afrique du Sud, c'est un pays qui, grâce aux efforts en termes donc de résilience économique, pourra impacter des petits pays qui l'entourent, les économies faibles de la région, par le simple fait que la reprise donc, du secteur minier, notamment au niveau du pays, pourra donc engendrer des emplois au niveau des pays à faible économie, en ce sens qu'il va falloir travailler l'agriculture aujourd'hui pour nourrir ces Sud-Africains. Et donc les pays comme la Zambie, comme le Mozambique, enfin, comme le Zimbabwe et bien d'autres encore qui gravitent autour de ce pays, pourront donc tirer bon profit de la reprise de la croissance économique au niveau de l'Afrique du Sud. C'est ce que révèlent donc les rapports de la Banque mondiale et donc l'Afrique du Sud pourra, d'ici les 5 prochaines années, offrir un mieux-être à la région en termes donc de croissance économique. Un mot très rapidement sur les perspectives économiques de la région. Les perspectives économiques sont des meilleures, en tout cas en ce qui concerne donc tout le continent africain, et donc 2018 sera une année de d'aisance économique si éventuellement il n'y a pas une situation des plus désagréables qui affectera la région. On pourra avoir un taux de croissance au niveau de l'Afrique du Sud qui sera autour de 1,5% selon la Banque mondiale, et au niveau de la région on annonce un taux de croissance de 3,5% pour ce qui est donc de l'économie des pays de l'Afrique australe. L'Afrique du Sud jouera un rôle déterminant donc dans cette reprise de l'économie, soit environ 62% en termes d'apport du produit intérieur brut. Et donc 2018-2019, c'est des années de reprise de l'économie au niveau du continent, mais aussi de certaines régions comme l'Afrique australe. En espérant aussi que la politique ne s'y mêle pas. Bien sûr, Inès, ça, c'est un facteur à ne pas négliger parce que la politique parfois fait de faux bons à l'économie. Il va falloir miser beaucoup plus sur les bonnes grâces de la politique pour atteindre ces performances-là. Merci beaucoup, Kazmi Kweja, pour toutes ces explications. Rendez-vous demain.
Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, oui, voilà, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Ce fut un plaisir, vraiment un réel plaisir d'avoir passé ces quelques instants en votre compagnie. À demain pour d'autres informations.